Installez-vous confortablement et oubliez tout le reste. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez-vous porter par l'histoire. Prêt pour le voyage? C'est parti. Le coffre-fort de Madame Imbert. À 3 heures du matin, il y avait encore une demi-douzaine de voitures devant un des petits hôtels de peintres qui composent l'unique côté du boulevard Berthier. La porte de cet hôtel s'ouvrit. Un groupe d'invités, hommes et dames, sortirent. 4 voitures filèrent de droite et de gauche, et il ne resta sur l'avenue que 2 messieurs qui se quittèrent au coin de la rue de Courcelles, où demeurait l'un d'eux. L'autre résolut de rentrer à pied jusqu'à la porte Maillot. Il traversa donc l'avenue de Villiers et continua son chemin sur le trottoir opposé aux fortifications. Par cette belle nuit d'hiver, pure et froide, il y avait plaisir à marcher. On respirait bien. Le bruit des pas résonnait allègrement. Mais au bout de quelques minutes, il eut l'impression désagréable qu'on le suivait. De fait, s'étant retourné, il aperçut l'ombre d'un homme qui se glissait entre les arbres. Il n'était point peureux. Cependant, il hâta le pas afin d'arriver le plus vite possible à l'octroi des terres. « Êtes-vous blessé, monsieur ?» Il n'était pas blessé, mais fort étourdi et incapable de se tenir debout. Par bonheur, un des employés de l'octroi, attiré par les cris, accourut. Une voiture fut requise. Le monsieur y prit place accompagné de son sauveur, et on le conduisit à son hôtel de l'avenue de la Grande Armée. Devant la porte, tout à fait remis, il se confondit en remerciements. « Je vous dois la vie, monsieur. Veuillez croire que je ne l'oublierai point. Je ne veux pas effrayer ma femme en ce moment. Mais je tiens à ce qu'elle vous exprime elle-même, dès aujourd'hui, toute ma reconnaissance. » Il le pria de venir déjeuner et lui dit son nom. Ludovic Imbert, ajoutant « Puis-je savoir à qui j'ai l'honneur ?»« Mais certainement, fit l'autre. Et il se présenta. Arsène Lupin. Arsène Lupin n'avait pas alors cette célébrité que lui ont valu l'affaire Cahorn, son évasion de la santé et tant d'autres exploits retentissants. Il ne s'appelait même pas Arsène Lupin. Ce nom auquel l'avenir réservait un tel lustre fut spécialement imaginé pour désigner le sauveur de M. Imbert, et l'on peut dire que c'est dans cette affaire qu'il reçut le baptême du feu. Prêt au combat, il est vrai, armé de toutes pièces, mais sans ressources, sans l'autorité que donne le succès, Arsène Lupin n'était qu'apprenti dans une profession où il devait bientôt passer maître. Aussi, quel frisson de joie à son réveil quand il se rappela l'invitation de la nuit. Enfin, il touchait au but. Enfin, il entreprenait une œuvre digne de ses forces et de son talent. Les millions des Imbert, quelle proie magnifique pour un appétit comme le sien. Il fit une toilette spéciale, redingote râpée, pantalon élimé, chapeau de soie un peu rougeâtre, manchettes et faux cols effiloqués, le tout fort propre, mais sentant la misère, comme cravate, un ruban noir, épinglé d'un diamant de noix à surprise. Et ainsi accoutré, il descendit l'escalier du logement qu'il occupait à Montmartre. Au 3e étage, sans s'arrêter, il frappa du pommeau de sa canne sur le battant d'une porte close. Dehors, il gagna les boulevards extérieurs. Un tramway passait, il y prit place, et quelqu'un qui marchait derrière lui, le locataire du 3e étage, s'assit à son côté. Au bout d'un instant, cet homme lui dit « Eh bien, patron, eh bien, c'est fait. Comment? J'y déjeune. » Vous y déjeunez. Tu ne voudrais pas, j'espère, que j'eusse exposé gratuitement des jours aussi précieux que les miens? J'ai arraché M. Ludovic Imbert à la mort certaine que tu lui réservais. M. Ludovic Imbert est une nature reconnaissante. Il m'invite à déjeuner. Un silence, et l'autre hasarda. Alors, vous n'y renoncez pas, mon petit, fit Arsène. Si j'ai machiné la petite agression de cette nuit, si je me suis donné la peine, à 3 heures du matin, le long des fortifications, de t'allonger un coup de canne sur le poignet et un coup de pied sur le tibia, risquant ainsi d'endommager mon unique ami, ce n'est pas pour renoncer maintenant au bénéfice d'un sauvetage si bien organisé, mais les mauvais bruits qui courent sur la fortune. Laisse-les courir. Il y a 6 mois que je poursuis l'affaire, 6 mois que je me renseigne, que j'étudie, que je tends mes filets, que j'interroge les domestiques, les prêteurs et les hommes de paille. 6, moi que je vis dans l'ombre du mari et de la femme. Par conséquent, je sais à quoi m'en tenir. Que la fortune provienne du vieux Brawford, comme ils le prétendent, ou d'une autre source, j'affirme qu'elle, et puisqu'elle existe, elle est à moi. Bigre,
100 millions. Mettons-en 10, ou même 5. N'importe. Il y a de gros paquets de titres dans le coffre-fort. C'est bien le diable si, un jour ou l'autre, je ne mets pas la main sur la clé. Le tramway s'arrêta à place de l'Étoile. L'homme murmura: Ainsi, pour le moment, rien à faire. Je t'avertirai. Nous avons le temps. 5 minutes après, Arsène Lupin montait le somptueux escalier de l'hôtel Humbert et Ludovic le présentait à sa femme. Gervaise était une bonne petite dame, toute ronde, très bavarde. Elle fit à Lupin le meilleur accueil. « J'ai voulu que nous soyons seuls à fêter notre sauveur, dit-elle. Et dès l'abord, on traita notre sauveur comme un ami d'ancienne date. Au dessert, l'intimité était complète et les confidences allèrent bon. Arsène raconta sa vie, la vie de son père, intègre magistrat, les tristesses de son enfance, les difficultés du présent. Gervaise, à son tour, dit sa jeunesse, son mariage, les bontés du vieux Brawford, les 100 millions dont elle avait hérité, les obstacles qui retardaient l'entrée en jouissance, les emprunts qu'elle avait dû contracter à des taux exorbitants, ses interminables démêlés avec les neveux de Brawford, et les oppositions. Des relations commencées sous de tels auspices ne pouvaient que former des nœuds plus étroits. Délicatement interrogé, Arsène Lupin avoua sa misère, sa détresse. Sur le champ, le malheureux garçon fut nommé secrétaire particulier des deux époux, aux appointements de 150 francs par mois. Il continuerait à habiter chez lui, mais il viendrait chaque jour prendre les ordres de travail et, pour plus de commodité, on mettait à sa disposition, comme cabinet de travail, une des chambres du 2e étage. Il choisit. Par quel excellent hasard se trouva-t-elle au-dessus du bureau de Ludovic ? Arsène ne tarda pas à s'apercevoir que son poste de secrétaire ressemblait furieusement à une sinécure. En 2 mois, il n'eut que 4 lettres insignifiantes à recopier et ne fut appelé qu'une fois dans le bureau de son patron, ce qui ne lui permit qu'une fois de contempler officiellement le coffre-fort. En outre, il nota que le titulaire de cette sinécure ne devait pas être jugé digne de figurer auprès du député Anquetil ou du bâtonnier Grouvel, car on omit de le convier aux fameuses réceptions mondaines. Il ne s'en plaignit point, préférant de beaucoup garder sa modeste petite place à l'ombre, et se tint à l'écart, heureux et libre. D'ailleurs, il ne gardait pas son temps. Il rendit tout d'abord un certain nombre de visites clandestines au bureau de Ludovic et présenta ses devoirs au coffre-fort, lequel n'en resta pas moins hermétiquement fermé. C'était un énorme bloc de fonte et d'acier, à l'aspect rébarbatif, et contre quoi ne pouvaient prévaloir ni les limes, ni les vrilles, ni les pincements seigneurs. Arsène Lupin n'était pas entêté. Où la force échoue, la ruse réussit, se dit-il. L'essentiel est d'avoir un œil et une oreille dans la place. Il prit donc les mesures nécessaires, et après de minutieux et pénibles sondages à travers le parquet de sa chambre, il introduisit un tuyau de plomb qui aboutissait au plafond du bureau entre 2 moulures de la corniche. Par ce tuyau, tube acoustique et lunettes d'approche, il espérait voir et entendre. Dès lors, il vécut à plat ventre sur son parquet. Et de fait, il vit souvent les imbert en conférence devant le coffre, compulsant des registres et maniant des dossiers. Quand il tournait successivement les 4 boutons qui commandaient la serrure, il tâchait, pour savoir le chiffre, de saisir le nombre d'écrans qui passaient. Il surveillait leurs gestes, il épiait leurs paroles. Que faisait-il de la clé ? La cachait-il ? Un jour, il descendit en hâte, les ayant vus qui sortaient de la pièce, sans refermer le coffre, et il entra résolument. Ils étaient revenus. « Oh, excusez-moi, dit-il, je me suis trompé de porte. » Mais Gervaise se précipita, et l'attirant. « Entrez donc, monsieur Lupin, entrez donc. N'êtes-vous pas chez vous ici? Vous allez nous donner un conseil. Quel titre devons-nous vendre? De l'extérieur ou de la rente? » « Mais l'opposition, objecta Lupin, très étonné. « Oh, elle ne frappe pas tous les titres. » Elle écarta le bâton. Sur les rayons s'entassaient des portefeuilles, ceinturés de sangles. Elle en saisit un, mais son mari protesta. « Non, non, Gervaise, ce serait de la folie de vendre de l'extérieur. Elle va monter, tandis que la rente est au plus haut. Qu'en pensez-vous, mon cher ami ?» Le cher ami n'avait aucune opinion, cependant il conseilla le sacrifice de la rente. Alors elle prit une autre liasse, et dans cette liasse, au hasard, un papier.
C'était un titre 3% de 1362 heures. Francs. Ludovic le mit dans sa poche. L'après-midi, accompagné de son secrétaire, il fit vendre ce titre par un agent de change et toucha 46 000 francs. Quoi qu'en eût dit Gervaise, Arsène Lupin ne se sentait pas chez lui. Bien au contraire, sa situation dans l'hôtel Imbert le remplissait de surprises. À diverses occasions, il put constater que les domestiques ignoraient son nom. Ils l'appelaient Monsieur. Ludovic le désignait toujours ainsi. « Vous préviendrez, monsieur, est-ce que monsieur est arrivé ? Pourquoi cette appellation énigmatique ?» D'ailleurs, après l'enthousiasme du début, les Imbert lui parlaient à peine, et tout en le traitant avec les égards dus à un bienfaiteur, ne s'occupaient jamais de lui. On avait l'air de le considérer comme un original qui n'aime pas qu'on l'importune, et on respectait son isolement, comme si cet isolement était une règle édictée par lui, un caprice de sa part. Une fois qu'il passait dans le vestibule, il entendit Gervaise qui disait à deux messieurs « C'est un tel sauvage. » « Soit, pensa-t-il, nous sommes un sauvage. » Et, renonçant à s'expliquer les bizarreries de ces gens, il poursuivait l'exécution de son plan. Il avait acquis la certitude qu'il ne fallait point compter sur le hasard, ni sur une étourderie de Gervaise que la clé du coffre ne quittait pas, et qui, au surplus, n'eût jamais emporté cette clé sans avoir préalablement brouillé les lettres de la serrure. Ainsi donc, il devait agir. Un événement précipita les choses. La violente campagne menée contre les Imbert par certains journaux. On les accusait d'escroquerie. Arsène Lupin assista aux péripéties du drame, aux agitations du ménage, et il comprit qu'en tardant davantage, il allait tout perdre. 5 jours de suite, au lieu de partir vers 6 heures comme il en avait l'habitude, il s'enferma dans sa chambre. On le supposait sorti. Lui s'étendait sur le parquet et surveillait le bureau de Ludovic. Les 5 soirs, la circonstance favorable qui l'attendait ne s'étant pas produite, il s'en alla au milieu de la nuit par la petite porte qui desservait la cour. Il en possédait une clé. Mais le 6e jour, il apprit que les Imbert, en réponse aux insinuations malveillantes de leurs ennemis, avaient proposé qu'on ouvrît le coffre et qu'on en fît l'inventaire. « C'est pour ce soir », pensa Lupin. Et en effet, après le dîner, Ludovic s'installa dans son bureau. Gervaise le rejoignit. Ils se mirent à feuilleter les registres du coffre. 1 heure s'écoula, puis une autre heure. Il entendit les domestiques qui se couchaient. Maintenant, il n'y avait plus personne au premier étage. Minuit. Les Imbert continuaient leur besogne. « Allons-y » murmura Lupin. Il ouvrit sa fenêtre. Elle donnait sur la cour, et l'espace, par la nuit sans lune et sans étoiles, était obscur. Il tira de son armoire une corde à nœuds qu'il assujettit à la rampe du balcon, enjamba et se laissa glisser doucement, en s'aidant d'une gouttière, jusqu'à la fenêtre située au-dessous de la sienne. C'était celle du bureau, et le voile épais des rideaux molletonnés masquait la pièce. Debout sur le balcon, il resta un moment immobile, l'oreille tendue et l'œil aux aguets. Tranquillisé par le silence, il poussa légèrement les 2 croisées. Si personne n'avait eu soin de les vérifier, elle devait céder à l'effort, car lui, au cours de l'après-midi, en avait tourné l'espagnolette de façon qu'elle n'entra plus dans mes gâches. Les croisées cédèrent. Alors, avec des précautions infinies, il les entrebâilla davantage. Dès qu'il put glisser la tête, il s'arrêta. Un peu de lumière filtrait entre les 2 rideaux mal joints. Il aperçut Gervaise et Ludovic assis à côté du coffre. Ils n'échangeaient que de rares paroles, et à voix basse, absorbés par leur travail. Arsène calcula la distance qui le séparait d'eux, établit les mouvements exacts qu'il lui faudrait faire pour les réduire l'un après l'autre à l'impuissance, avant qu'ils n'eussent le temps d'appeler au secours. Et il allait se précipiter lorsque Gervaise dit « Comme la pièce s'est refroidie depuis un instant, je vais me mettre au lit. Et toi, je voudrais finir. » « Finir, mais tu en as pour la nuit. Mais non, 1 heure au plus. » Elle se retira. 20 minutes, 30 minutes passèrent. Arsène poussa à la fenêtre un peu plus. Les rideaux frémirent. Il poussa encore. Ludovic se retourna et, voyant les rideaux gonflés par le vent, se leva pour fermer la fenêtre. Il n'y eut pas un cri, pas même une apparence de lutte. En quelques gestes précis, et sans lui faire le moindre mal, Arsène l'étourdit, lui enveloppa la tête avec le rideau, le ficela,
et de telle manière que Ludovic ne distingua même pas le visage de son agresseur. Puis, rapidement, il se dirigea vers le coffre, saisit 2 portefeuilles qu'il mit sous son bras, sortit du bureau, descendit l'escalier, traversa la cour et ouvrit la porte de service. Une voiture stationnait dans la rue. « Prends cela d'abord, dit-il au cocher, et suis-moi. » Il retourna jusqu'au bureau. En 2 voyages, ils vidèrent le coffre, puis Arsène monta dans sa chambre, enleva la corde, effaça toute trace de son passage. C'était fini. Quelques heures après, Arsène Lupin, aidé de son compagnon, opéra le dépouillement des portefeuilles. Il n'éprouva aucune déception. L'ayant prévu, a constaté que la fortune des Imbert n'avait pas l'importance qu'on lui attribuait. Les millions ne se comptaient pas par centaines, ni même par dizaines. Mais enfin, le total formait encore un chiffre très respectable, et c'était d'excellente valeur. Obligations de chemin de fer, ville de Paris, fonds d'État, Suez, mines du Nord, etc. Il se déclara satisfait. « Certes, dit-il, il y aura un rude déchet quand le temps sera venu de négocier. On se heurtera à des oppositions et il faudra plus d'une fois liquider à vil prix. N'importe, avec cette première mise de fonds, je me charge de vivre comme je l'entends et de réaliser quelques rêves qui me tiennent au cœur. Et le reste, tu peux le brûler, mon petit. Ces tas de papiers faisaient bonne figure dans le coffre-fort. Pour nous, c'est inutile. Quant aux titres, nous allons les enfermer bien tranquillement dans le placard et nous attendrons le moment propice. Le lendemain, Arsène pensa qu'aucune raison ne l'empêchait de retourner à l'hôtel Imbert. Mais la lecture des journaux lui révéla cette nouvelle imprévue. Ludovic et Gervaise avaient disparu. L'ouverture du coffre eut lieu en grande solennité. Les magistrats y trouvèrent ce qu'Arsène Lupin avait laissé. Peu de choses. Tels sont les faits, et telle est l'explication que donne à certains d'entre eux l'intervention d'Arsène Lupin. J'en tiens le récit de lui-même, un jour qu'il était en veine de confidence. Ce jour-là, il se promenait de long en large dans mon cabinet de travail, et ses yeux avaient une petite fièvre que je ne leur connaissais pas. « Somme toute, lui dis-je, c'est votre plus beau coup ?» Sans me répondre directement, il reprit. « Il y a dans cette affaire des secrets impénétrables. Ainsi, même après l'explication que je vous ai donnée, que d'obscurités encore. Pourquoi cette fuite? Pourquoi n'ont-ils pas profité du secours que je leur apportais involontairement? Il était si simple de dire « les 100 millions se trouvaient dans le coffre ». Ils n'y sont plus parce qu'on les a volés. Ils ont perdu la tête. Oui, voilà, ils ont perdu la tête. D'autre part, il est vrai, non, rien. Que signifiait cette réticence? Il n'avait pas tout dit, c'était visible. Et ce qu'il n'avait pas dit, il répugnait à le dire. J'étais intrigué. Il fallait que la chose fût grave pour provoquer de l'hésitation chez un tel homme. Je lui posais des questions au hasard. Vous ne les avez pas revus? Non. Et il ne vous est pas advenu d'éprouver, à l'égard de ces 2 malheureux, quelque pitié. Moi, proféra-t-il en sursautant. Sa révolte m'étonna. Avais-je touché juste? J'insistais. Évidemment. Sans vous, ils auraient peut-être pu faire face au danger, ou du moins partir les poches remplies. Des remords, c'est bien cela que vous m'attribuez, n'est-ce pas? Dame, il frappa violemment sur ma table. Ainsi, selon vous, je devrais avoir des remords. Appelez cela des remords ou des regrets, bref, un sentiment quelconque. Un sentiment quelconque pour des gens. Pour des gens à qui vous avez dérobé une fortune. Quelle fortune? Enfin, ces 2 ou 3 liasses de titres. Ces 2 ou 3 liasses de titres. Je leur ai dérobé des paquets de titres, n'est-ce pas? Une partie de leur héritage. Voilà ma faute? Voilà mon crime? Mais, sacrebleu, mon cher, vous n'avez donc pas deviné qu'ils étaient faux, ces titres. Vous entendez? Hayless est un faux. Je le regardais, abasourdi. Faux, les 4 ou 5 millions. Faux, s'écria-t-il rageusement. Archi faux. Les obligations, les villes de Paris, les fonds d'État, du papier, rien que du papier. Pas un sou. Je n'ai pas tiré un sou de tout le bloc. Et vous me demandez d'avoir des remords? Mais c'est eux qui devraient en avoir. Ils m'ont roulé comme un vulgaire gogo, ils m'ont plumé comme la dernière de leurs dupes et la plus stupide. Une réelle colère l'agitait, faite de rancune et d'amour-propre, blessé. Mais d'un bout à l'autre, j'ai eu le dessous. Dès la première heure, savez-vous le rôle que j'ai joué dans cette affaire? Ou plutôt, le rôle qu'ils m'ont fait jouer? Celui d'André Brawford,
Oui, mon cher, et je n'y ai vu que du feu. C'est après, par les journaux, et en rapprochant certains détails, que je m'en suis aperçu. Tandis que je posais au bienfaiteur, au monsieur qui a risqué sa vie pour vous tirer de la griffe des Apaches, eux, ils me faisaient passer pour un des Bradford. N'est-ce pas admirable? Cet original qui avait sa chambre au 2e étage, ce sauvage que l'on montrait de loin, c'était Bradford, et Bradford, c'était moi. Et grâce à moi, grâce à la confiance que j'inspirais sous le nom de Bradford, les banquiers prêtaient et les notaires engageaient leurs clients à prêter. Hein? Quelle école pour un débutant. Ah, je vous jure que la leçon m'a servi. La perle noire. Un violent coup de sonnette réveilla la concierge du numéro 9 de l'avenue Hoche. Elle tira le cordon en grognant. Je croyais tout le monde rentrait. Il est au moins 3 heures. Son mari bougonna. C'est peut-être pour le docteur. En effet, une voix demanda. Le docteur Harel. Quel étage? 3e à gauche. Mais le docteur ne se dérange pas la nuit. Il faudra bien qu'il se dérange. Le monsieur pénétra dans le vestibule, monta un étage, 2 étages, et sans même s'arrêter sur le palier du docteur Harel, continua jusqu'au 5e. Là, il essaya 2 clés. L'une fit fonctionner la serrure, l'autre le verrou de sûreté. « À merveille, murmura-t-il, la besogne est considérablement simplifiée. Mais avant d'agir, il faut assurer notre retraite. Voyons, ai-je eu logiquement le temps de sonner chez le docteur et d'être congédié par lui? Pas encore. Un peu de patience. Au bout d'une dizaine de minutes, il redescendit et heurta le carreau de la loge en maugréant contre le docteur. On lui ouvrit et il claqua la porte derrière lui. Or, cette porte ne se ferma point. L'homme ayant vivement appliqué un morceau de fer sur la gâche afin que le pène ne pût s'y introduire. Il rentra donc, sans bruit, à l'insu des concierges. En cas d'alarme, sa retraite était assurée. Paisiblement, il remonta les 5 étages. Dans l'antichambre, à la lueur d'une lanterne électrique, il déposa son pardessus et son chapeau sur une des chaises, s'assit sur une autre et enveloppa ses bottines d'épais chaussons de feutre. Ouf, ça y est. Et combien facilement. Je me demande un peu pourquoi tout le monde ne choisit pas le confortable métier de cambrioleur. Avec un peu d'adresse et de réflexion, il n'en est pas de plus charmant. Un métier de tout repos, un métier de père de famille, trop commode même. Cela devient fastidieux. Il déplia un plan détaillé de l'appartement. Commençons par nous orienter. Ici, j'aperçois le rectangle du vestibule où je suis. Du côté de la rue, le salon, le boudoir et la salle à manger. Inutile de perdre son temps par là, il paraît que la comtesse a un goût déplorable, pas un bibelot de valeur. Donc, droit au but. Ah, voici le tracé d'un couloir, qui mène aux chambres. À 3 mètres, je dois rencontrer la porte du placard aux robes qui communique avec la chambre de la comtesse. Il replia son plan, éteignit sa lanterne et s'engagea dans le couloir en comptant. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, voici la porte. Comme tout s'arrange, mon Dieu, un simple verrou, un petit verrou, me sépare de la chambre. Et qui plus est, je sais que ce verrou se trouve à 1,43 m du plancher. De sorte que, grâce à une légère incision que je vais pratiquer autour, nous en serons débarrassés. Il sortit de sa poche les instruments nécessaires, mais une idée l'arrêta. Et si, par hasard, ce verrou n'était pas poussé, essayons toujours, pour ce qu'il en coûte. Il tourna le bouton de la serrure, la porte s'ouvrit. Mon brave Lupin, décidément la chance te favorise. Que te faut-il maintenant? Tu connais la topographie des lieux où tu vas opérer, tu connais l'endroit où la comtesse cache la perle noire. Par conséquent, pour que la perle noire t'appartienne, il s'agit tout bêtement d'être plus silencieux que le silence, plus invisible que la nuit. Arsène Lupin employa bien une demi-heure pour ouvrir la seconde porte, une porte vitrée qui donnait sur la chambre. Mais il le fit avec tant de précaution qu'alors même que la comtesse n'eût pas dormi, aucun grincement équivoque n'aurait pu l'inquiéter. D'après les indications de son plan, il n'avait qu'à suivre le contour d'une chaise longue. Cela le conduisait à un fauteuil, puis à une petite table située près du lit. Sur la table, il y avait une boîte de papier à lettres et, enfermée tout simplement dans cette boîte, la perle noire.
Il s'allongea sur le tapis et suivit les contours de la chaise longue. Mais à l'extrémité, il s'arrêta pour réprimer les battements de son cœur. Bien qu'aucune crainte ne l'agitât, il lui était impossible de vaincre cette sorte d'angoisse nerveuse que l'on éprouve dans le trop grand silence. Et il s'en étonnait, car, enfin, il avait vécu sans émotion des minutes plus solennelles. Nul danger ne le menaçait. Alors, pourquoi son cœur battait-il comme une cloche affolée ? Était-ce cette femme endormie qui l'impressionnait, cette vie si voisine de la sienne ? Il écouta et crut discerner le rythme d'une respiration. Il fut rassuré comme par une présence amie. Il chercha le fauteuil, puis, par petits gestes insensibles, rampa vers la table, tâtant l'ombre de son bras étendu. Sa main droite rencontra un des pieds de la table. Enfin, il n'avait plus qu'à se lever, à prendre la perle et à s'en aller. Heureusement, car son cœur recommençait à sauter dans sa poitrine comme une bête terrifiée, et avec un tel bruit qu'il lui semblait impossible que la comtesse ne s'éveillât point. Il l'apaisa dans un élan de volonté prodigieux, mais au moment où il essayait de se relever, sa main gauche heurta sur le tapis un objet qu'il reconnut tout de suite pour un flambeau renversé, et aussitôt, un autre objet se présenta, une pendule, une de ces petites pendules de voyage qui sont recouvertes d'une gaine de cuir. Quoi ? Que se passait-il ? Il ne comprenait pas. Ce flambeau, cette pendule, pourquoi ces objets n'étaient-ils pas à leur place habituelle ? Ah ! Que se passait-il dans l'ombre effarante ? Et soudain, un cri lui échappa. Il avait touché, oh, à quelle chose étrange, innommable. Mais non, non, la peur lui troublait le cerveau. 20 secondes, 30 secondes, il demeura immobile, épouvanté, de la sueur aux tempes, et ses doigts gardaient la sensation de ce contact. Par un effort implacable, il tendit le bras de nouveau. Sa main, de nouveau, effleura la chose étrange, innommable. Il la palpa. Il exigea que sa main la palpât et se rendit compte. C'était une chevelure, un visage, et ce visage était froid, presque glacé. Si terrifiante que soit la réalité, un homme comme Arsène Lupin la domine dès qu'il en a pris connaissance. Rapidement, il fit jouer le ressort de sa lanterne. Une femme gisait devant lui, couverte de sang. D'affreuses blessures dévastaient son cou et ses épaules. Il se pencha et l'examina. Elle était morte. « Morte, morte !» répéta-t-il avec stupeur, et il regardait ses yeux fixes, le rictus de cette bouche, cette chair livide et ce sang, tout ce sang qui avait coulé sur le tapis et se figeait maintenant, épais et noir. S'étant relevé, il tourna le bouton de l'électricité, la pièce s'emplit de lumière, et il put voir tous les signes d'une lutte acharnée. Le lit était entièrement défait, les couvertures et les draps arrachés. Par terre, le flambeau, puis la pendule, les aiguilles marquaient 11h20, puis plus loin, une chaise renversée, et partout du sang, des flaques de sang. Et la perle noire, murmura-t-il. La boîte de papier à lettres était à sa place. Il l'ouvrit vivement. Elle contenait l'écrin, mais l'écrin était vide. « Fichtre, se dit-il, tu t'es vanté un peu tôt de ta chance, mon ami. Arsène Lupin, la comtesse assassinée, la perle noire disparue. La situation n'est pas brillante. Filons, sans quoi tu risques fort d'encourir de lourdes responsabilités. » Il ne bougea pas cependant. Filaire, oui, un autre filerait. Mais Arsène Lupin, n'y a-t-il pas mieux à faire ? Voyons, procédons par ordre. Après tout, ta conscience est tranquille. Suppose que tu es commissaire de police et que tu dois procéder à une enquête. Oui, mais pour cela, il faudrait avoir un cerveau plus clair. Et le mien est dans un état. Il tomba sur un fauteuil, ses poings crispés contre son front brûlant. L'affaire de l'avenue Hoche est une de celles qui nous ont le plus vivement intrigués en ces derniers temps, et je ne l'eusse certes pas raconté si la participation d'Arsène Lupin ne l'éclairait d'un jour tout spécial. Cette participation, il en est peu qui la soupçonnent. Nul ne sait en tout cas l'exacte et curieuse vérité. Qui ne connaissait, pour l'avoir rencontrée au bois, Léontine Zalti, l'ancienne cantatrice, épouse et veuve du comte d'Andillot, la Zalti, dont le luxe éblouissait Paris il y a quelques 20 ans, la Zalti, comtesse d'Andillot, à qui ces parures de diamants et de perles
valait une réputation européenne. On disait d'elle qu'elle portait sur ses épaules le coffre-fort de plusieurs maisons de banque et les mines d'or de plusieurs compagnies australiennes. Les grands joailliers travaillaient pour la Zalti, comme on travaillait jadis pour les rois et pour les reines. Et qui ne se souvient de la catastrophe où toutes ces richesses furent englouties. Maisons de banque et mines d'or, le gouffre dévora tout. De la collection merveilleuse, dispersée par le commissaire-priseur, il ne resta que la fameuse perle noire. La perle noire, c'est-à-dire une fortune. Si elle avait voulu s'en défaire, elle ne le voulut point. Elle préféra se restreindre, vivre dans un simple appartement avec sa dame de compagnie, sa cuisinière et un domestique, plutôt que de vendre cet inestimable joyau. Il y avait à cela une raison qu'elle ne craignait pas d'avouer. La perle noire était le cadeau d'un empereur, et presque ruinée, réduite à l'existence la plus médiocre, elle demeura fidèle à sa compagne des beaux jours. Moi vivante, disait-elle, je ne la quitterai pas. Du matin jusqu'au soir, elle la portait à son cou. La nuit, elle la mettait dans un endroit connu d'elle seule. Tous ces faits, rappelés par les feuilles publiques, stimulèrent la curiosité. Et, chose bizarre, mais facile à comprendre, pour ceux qui ont le mot de l'énigme, ce fut précisément l'arrestation de l'assassin présumé qui compliqua le mystère et prolongea l'émotion. Le surlendemain, en effet, les journaux publiaient la nouvelle suivante. Parent nous annonce l'arrestation de Victor Danègre, le domestique de la comtesse d'Andillot. Les charges relevées contre lui sont écrasantes. Sur la manche en lustrine de son gilet de livrée, que M. Dudouis, le chef de la sûreté, a trouvé dans sa mansarde entre le sommier et le matelas, on a constaté des taches de sang. En outre, il manquait à ce gilet un bouton recouvert d'étoffe. Or, ce bouton, dès le début des perquisitions, avait été ramassé sous le lit même de la victime. Il est probable qu'après le dîner, Danègre, au lieu de regagner sa mansarde, se sera glissé dans le cabinet aux robes et que, par la porte vitrée, il a vu la comtesse cacher la perle noire. Nous devons dire que jusqu'ici, aucune preuve n'est venue confirmer cette supposition. En tout cas, un autre point reste obscur. À 7 heures du matin, Danègre s'est rendu au bureau de tabac du boulevard de Courcelles. La concierge d'abord, puis la buraliste ont témoigné dans ce sens. D'autre part, la cuisinière de la comtesse et sa dame de compagnie, qui toutes deux couchent au bout du couloir, affirment qu'à 8 heures, quand elles se sont levées, la porte de l'antichambre et la porte de la cuisine étaient fermées à double tour. Depuis 20 ans au service de la comtesse, ces deux personnes sont au-dessus de tout soupçon. On se demande donc comment Danègre a pu sortir de l'appartement. S'était-il fait faire une autre clé ? L'instruction éclaircira ces différents points. L'instruction n'éclaircit absolument rien. Au contraire, on apprit que Victor Danègre était un récidiviste dangereux, un alcoolique et un débauché, qu'un coup de couteau n'effrayait pas. Mais l'affaire elle-même semblait, au fur et à mesure qu'on l'étudiait, s'envelopper de ténèbres plus épaisses et de contradictions plus inexplicables. D'abord, une demoiselle de Saint-Clèves, cousine et unique héritière de la victime, déclara que la comtesse, un mois avant sa mort, lui avait confié dans une de ses lettres la façon dont elle cachait la perle noire. Le lendemain du jour où elle recevait cette lettre, Elan constatait la disparition. Qui l'avait volée ? De leur côté, les concierges racontèrent qu'ils avaient ouvert la porte à un individu, lequel était monté chez le docteur Harel. On manda le docteur. Personne n'avait sonné chez lui. Alors qui était cet individu ? Un complice ? Cette hypothèse d'un complice fut adoptée par la presse et par le public. Ganimard, le vieil inspecteur principal Ganimard, la défendait, non sans raison. « Il y a du Lupin là-dessous », disait-il au juge. « Bah », ripostait celui-ci, « vous le voyez partout. Votre Lupin, je le vois partout, parce qu'il est partout. Dites plutôt que vous le voyez chaque fois où quelque chose ne vous paraît pas très clair. D'ailleurs, en l'espèce, remarquez ceci. Le crime a été commis à 11h20 du soir, ainsi que l'atteste la pendule. Et la visite nocturne, dénoncée par les concierges, n'a eu lieu qu'à 3h du matin. La justice obéit souvent à ces entraînements de conviction qui font qu'on oblige les événements à se plier à l'explication première qu'on en a donnée. Les antécédents déplorables de Victor Danègre, récidiviste, ivrogne et débauché, influencèrent le juge, et bien,
qu'aucune circonstance nouvelle ne vint corroborer les 2 ou 3 indices primitivement découverts, rien ne put l'ébranler. Il boucla son instruction. Quelques semaines après, les débats commencèrent. Ils furent embarrassés et languissants. Le président les dirigea sans ardeur. Le ministère public attaqua mollement. Dans ces conditions, l'avocat de Danègre avait beau jeu. Il montra les lacunes et les impossibilités de l'accusation. Nulle preuve matérielle n'existait. Qui avait forgé la clé, l'indispensable clé sans laquelle Danègre, après son départ, n'aurait pu refermer à double tour la porte de l'appartement? Qui l'avait vue, cette clé, et qu'était-elle devenue? Qui avait vu le couteau de l'assassin, et qu'était-il devenu? Et, en tout cas, concluait l'avocat, prouvez que c'est mon client qui a tué. Il sortit de prison un vendredi, au déclin du jour, amaigri, déprimé par 6 mois de cellule. L'instruction, la solitude, les débats, les délibérations du jury, tout cela l'avait empli d'une épouvante maladive. La nuit, d'affreux cauchemars, des visions d'échafaud le hantaient. Il tremblait de fièvre et de terreur. Sous le nom d'Anatole Dufour, il loua une petite chambre sur les hauteurs de Montmartre, et il vécut au hasard des besognes, bricolant de droite et de gauche. Vie lamentable! 3 fois engagé par 3 patrons différents, il fut reconnu et renvoyé sur le champ. Souvent, il s'aperçut, ou crut s'apercevoir, que des hommes le suivaient, des hommes de la police, il n'en doutait point, qui ne renonçaient pas à le faire tomber dans quelque piège. Et d'avance, il sentait l'étreinte rude de la main qui le prendrait au collet. Un soir qu'il dînait chez un traiteur du quartier, quelqu'un s'installa en face de lui. C'était un individu d'une 40aine d'années, vêtu d'une redingote noire de propreté douteuse. Il commanda une soupe, des légumes et 1 litre de vin. Et quand il eut mangé la soupe, il tourna les yeux vers Danègre et le regarda longuement. Danègre pâlit. Pour sûr, cet individu était de ceux qui le suivaient, depuis des semaines. Que lui voulait-il? Danègre essaya de se lever. Il ne le put. Ses jambes chancelaient sous lui. L'homme se versa un verre de vin et emplit le verre de Danègre. « Nous traquons, camarade ?» Victor balbutia. « Oui, oui. À votre santé, camarade. À votre santé, Victor Danègre. » L'autre sursauta. « Moi? Mais non. Je vous jure. Vous me jurez quoi? Que vous n'êtes pas vous, le domestique de la comtesse? Quel domestique? Je m'appelle Dufour. Demandez au patron. Dufour, Anatole. Oui, pour le patron, mais Danègre pour la justice. Victor Danègre. Pas vrai, on vous a menti. Le nouveau venu tira de sa poche une carte et l'attendit. Victor lut. Grimaudan, ex-inspecteur de la sûreté. Renseignements confidentiels. Il tressaillit. Vous êtes de la police? Je n'en suis plus, mais le métier me plaisait et je continue d'une façon plus lucrative. On déniche de temps en temps des affaires d'or, comme la vôtre. La mienne? Oui, la vôtre, c'est une affaire exceptionnelle, si toutefois vous voulez bien y mettre un peu de complaisance. Et si je n'en mets pas, il le faudra. Vous êtes dans une situation où vous ne pouvez rien me refuser. Une appréhension sourde envahissait Victor Danègre. Il demanda « Qu'y a-t-il » « Parlez, soit, répondit l'autre. Finissons-en. En 2 mots, voici, je suis envoyé par monsieur Jeul de Saint-Clèves. Saint-Clèves, de la blague, tout cela vous parlez au hasard. Personne n'a vu le couteau. Le voici. Victor Danègre eut un geste de recul. L'ex-inspecteur continua. Il y a dessus des taches de rouille. Est-il besoin de vous en expliquer la provenance? Et après, vous avez une clé et un couteau. Qui peut affirmer qu'il m'appartenait? Le serrurier d'abord, et ensuite l'employé auquel vous avez acheté le couteau. J'ai déjà rafraîchi leur mémoire. En face de vous, ils ne manqueront pas de vous reconnaître. Ils parlaient sèchement et durement, avec une précision terrifiante. Danègre était convulsé de peur. Ni le juge, ni le président des assises, ni l'avocat général ne l'avaient serré d'aussi près, n'avaient vu aussi clair dans des choses que lui-même ne discernait plus très nettement. Cependant, il essaya encore de jouer l'indifférence. « Si c'est là toutes vos preuves, il me reste celle-ci. Vous êtes reparti, après le crime, par le même chemin. Mais au milieu du cabinet aux robes, pris d'effroi, vous avez dû vous appuyer contre le mur pour garder votre équilibre. Comment le savez-vous » bégaya Victor. « Personne ne peut le savoir. La justice ? Non.
Il ne pouvait venir à l'idée d'aucun de ces messieurs du parquet d'allumer une bougie et d'examiner les murs. Mais si on le faisait, on verrait sur le plâtre blanc une marque rouge très légère, assez nette cependant pour qu'on y retrouve l'empreinte de la face antérieure de votre pouce tout humide de sang et que vous avez posé contre le mur. Si je vous rends la perle, balbutia-t-il, combien me donnerez-vous? Rien. Comment vous vous moquez? Je vous donnerais une chose qui vaut des mille et des centaines de mille, et je n'aurais rien. Si, la vie, le misérable frissonna, Grimaudan ajouta d'un ton presque doux. Voyons, Danègre, cette perle n'a aucune valeur pour vous. Il vous est impossible de la vendre. À quoi bon la garder? Il y a des reselleurs, et un jour ou l'autre, à n'importe quel prix, un jour ou l'autre il sera trop tard. Pourquoi? Mais parce que la justice aura remis la main sur vous. Et cette fois, avec les preuves que je lui fournirai, le couteau, la clef, l'indication du pouce, vous êtes fichu, mon bonhomme. Victor s'étreignit la tête de ses deux mains et réfléchit. Il se sentait perdu, en effet, irrémédiablement perdu. Et en même temps, une grande fatigue l'envahissait, un immense besoin de repos et d'abandon. Il murmura « Quand vous la faut-il ? Ce soir, avant 1 heure. Sinon, je mets à la poste cette lettre où Monsieur Leul de Saint-Clèves vous dénonce au procureur de la République. » Danègre se versa 2 verres de vin qu'il but coup sur coup, puis, se levant, « Payez l'addition et allons-y. J'en ai assez de cette maudite affaire. » La nuit était venue. Les 2 hommes descendirent la rue Lepic et suivirent les boulevards extérieurs en se dirigeant vers les toits. « Devant nous ? Dites donc, Danègre, il ne faudrait pas... Je vous répète qu'elle est là. Où ? Entre 2 pavés. Lesquels ? Cherchez. Lesquels ? Répéta Grimaudan. Victor ne répondit pas. Ah, pas fait. Tu veux me faire poser, mon bonhomme. Non, mais je vais crever de misère. Et alors, tu hésites ? Allons, je serai bon prince. Combien te faut-il ? De quoi prendre mon billet d'entrepont pour l'Amérique. Convenu. Et un billet de 100 pour les premiers frais. Tu en auras 2. Parle, comptez les pavés à droite de l'égout. C'est entre le 12e et le 13e. Dans le ruisseau ? Oui, en bas du trottoir. Grimaudan regarda autour de lui. Des tramways passaient, des gens passaient. Mais bah, qui pouvait se douter ? Il ouvrit son canif et le planta entre le 12e et le 13e pavé. Et si elle n'y est pas, si personne ne m'a vu me baisser et l'enfoncer, elle y est encore. Se pouvait-il qu'elle y fût ? La perle noire jetée dans la boue d'un ruisseau à la disposition du premier venu. La perle noire ? Une fortune. À quelle profondeur ? 10 centimètres à peu près. Il creusa le sable mouillé. La pointe de son canif heurta quelque chose. Avec ses doigts, il élargit le trou. Il aperçut la perle noire. « Tiens, voilà tes 200 francs. Je t'enverrai ton billet pour l'Amérique le lendemain. » L'Écho de France publiait cet entrefilet qui fut reproduit par les journaux du monde entier. Depuis hier, la fameuse perle noire est entre les mains d'Arsène Lupin qui l'a reprise au meurtrier de la comtesse d'Andillot. Avant peu, des facsimilés de ce précieux bijou seront exposés à Londres, à Saint-Pétersbourg, à Calcutta, à Buenos Aires et à New York. Arsène Lupin attend les propositions que voudront bien lui faire ses correspondants. Et voilà comme quoi le crime est toujours puni et la vertu récompensée, conclut Arsène Lupin lorsqu'il m'eut révélé les dessous de l'affaire. Et voilà comme quoi, sous le nom de Grimaudan, ex-inspecteur de la Sûreté, vous fûtes choisi par le destin pour enlever au criminel le bénéfice de son forfait. Justement. Et j'avoue que c'est une des aventures dont je suis le plus fier. Les 40 minutes que j'ai passées dans l'appartement de la comtesse, après avoir constaté sa mort, sont parmi les plus étonnantes et les plus profondes de ma vie. En 40 minutes, empêtré dans la situation la plus inextricable, j'ai reconstitué le crime, j'ai acquis la certitude, à l'aide de quelques indices, que le coupable ne pouvait être qu'un domestique de la comtesse. Enfin, j'ai compris que, pour avoir la perle, il fallait que ce domestique fût arrêté et j'ai laissé le bouton de gilet, mais qu'il ne fallait pas qu'on relevât contre lui des preuves irrécusables de sa culpabilité, et j'ai ramassé le couteau, oublié sur le tapis, emporté la clé oubliée sur la serrure,
fermer la porte à double tour et effacer les traces des doigts sur le plâtre du cabinet aux robes. À mon sens, ce fut là un de ces éclairs. De génie, interrompis-je. De génie, si vous voulez, et qui n'eût pas illuminé le cerveau du premier venu. Deviner en une seconde les deux termes du problème, une, arrestation et un acquittement, me servir de l'appareil formidable de la justice pour détraquer mon homme, pour l'abêtir. Bref, pour le mettre dans un état d'esprit tel qu'une fois libre, il devait inévitablement, fatalement, tomber dans le piège un peu grossier que je lui tendais. Un peu ? Dites beaucoup, car il ne courait aucun danger. Oh, pas le moindre, puisque tout acquittement est chose définitive. Pauvre diable. Pauvre diable, Victor Danègre, vous ne songez pas que c'est un assassin. Il eût été de la dernière immoralité que la perle noire lui resta. Il vit, pensez donc, Danègre vit, et la perle noire est à vous. Il la sortit d'une des poches secrètes de son portefeuille, l'examina, la caressa de ses doigts et de ses yeux émus, et il soupirait. Quel est le boyard, quel est le raja imbécile et vaniteux qui possédera ce trésor? À quel milliardaire américain est destiné le petit morceau de beauté et de luxe qui ornait les blanches épaules de Léontine Zalti, comtesse d'Andillot? Herlock Sholmès arrive trop tard. C'est étrange ce que vous ressemblez à Arsène Lupin, Velmont. Vous le connaissez? Oh, comme tout le monde par ses photographies, dont aucune n'est pareille aux autres, mais dont chacune laisse l'impression d'une physionomie identique, qui est bien la vôtre. Horace Velmont parut plutôt vexé. N'est-ce pas, mon cher Devanne? Et vous n'êtes pas le premier à m'en faire la remarque, croyez-le. C'est au point, insista Devanne, que si vous ne m'aviez pas été recommandé par mon cousin d'Estevan, et si vous n'étiez pas le peintre connu dont j'admire les belles marines, je me demande si je n'aurais pas averti la police de votre présence à Dieppe. La boutade fut accueillie par un rire général. Il y avait là, dans la grande salle à manger du château de Thibermesnil, outre Velmont, l'abbé Gélis, curé du village, et une douzaine d'officiers dont les régiments manœuvraient aux environs, et qui avaient répondu à l'invitation du banquier Georges Devanne et de sa mère. L'un d'eux s'écria: « Mais est-ce que précisément Arsène Lupin n'a pas été signalé sur la côte, après son fameux coup du rapide de Paris au Havre? » Parfaitement. Il y a de cela 3 mois, et la semaine suivante, je faisais connaissance au casino de notre excellent Velmont, qui, depuis, a bien voulu m'honorer de quelques visites agréables préambules d'une visite domiciliaire plus sérieuse qu'il me rendra l'un de ces jours, ou plutôt l'une de ces nuits. On rit de nouveau. Et l'on passa dans l'ancienne salle des gardes, vaste pièce, très haute, qui occupe toute la partie inférieure de la tour Guillaume, et où Georges Devanne a réuni les incomparables richesses accumulées à travers les siècles par les sires de Thibermesnil. Des bahuts et des crédences, des landiers et des girandoles la décorent. De magnifiques tapisseries pendent aux murs de pierre. Les embrasures des 4 fenêtres sont profondes, munies de bancs, et se terminent par des croisées ogivales à vitraux encadrés de plomb. Entre la porte et la fenêtre de gauche s'érige une bibliothèque monumentale de style Renaissance, sur le fronton de laquelle on lit, en lettres d'or, Thibermesnil et au-dessous la fière devise de la famille. Fais ce que veulent. Et comme on allumait des cigares, Devanne reprit. Seulement dépêchez-vous, Velmont. C'est la dernière nuit qui vous reste. Et pourquoi? Fit le peintre qui, décidément, prenait la chose en plaisantant. Devanne allait répondre, quand sa mère lui fit un signe. Mais l'excitation du dîner, le désir d'intéresser ses hôtes l'emportèrent. « Bah, murmura-t-il, je puis parler maintenant. Une indiscrétion n'est plus à craindre. » On s'assit autour de lui avec une vive curiosité et il déclara de l'air satisfait de quelqu'un qui annonce une grosse nouvelle. Demain, à 4 heures du soir, Herlock Sholmès, le grand policier anglais pour qui il n'est point de mystère. Herlock Sholmès, le plus extraordinaire déchiffreur d'énigmes que l'on ait jamais vu. Le prodigieux personnage qui semble forgé de toutes pièces par l'imagination d'un romancier, Herlock Sholmès sera mon hôte. On se récria. Herlock Sholmès à Thibermesnil. C'était donc sérieux? Arsène Lupin se trouvait réellement dans la contrée? Arsène Lupin et sa bande ne sont pas loin, sans compter l'affaire du baron Cahorn, à qui attribuer les cambriolages de Montigny, de Gruchet, de Crasville.
sinon un autre voleur national. Aujourd'hui, c'est mon tour. Et vous êtes prévenus, comme le fut le baron Cahorn, le même truc ne réussit pas 2 fois. Alors, voici. Il se leva et désignant du doigt, sur l'un des rayons de la bibliothèque, un petit espace vide entre 2 énormes in-folios. Il y avait là un livre du XVIe siècle intitulé La chronique de Thibermesnil, et qui était l'histoire du château depuis sa construction par le duc Rollon sur l'emplacement d'une forteresse féodale. Il contenait 3 planches gravées, l'une représentait une vue cavalière du domaine dans son ensemble. La seconde, le plan des bâtiments, et la troisième, j'appelle votre attention là-dessus. Le tracé d'un souterrain dont l'une des issues s'ouvre à l'extérieur de la première ligne des remparts, et dont l'autre aboutit ici, oui, dans la salle même où nous nous tenons. Or, ce livre a disparu depuis le mois dernier. Fichtre, dit Velmont. C'est mauvais signe. Seulement, cela ne suffit pas pour motiver l'intervention de Herlock Sholmès. Certes, cela n'eût point suffi s'il ne s'était passé un autre fait qui donne à celui que je viens de vous raconter toute sa signification. Il existait à la Bibliothèque nationale un second exemplaire de cette chronique, et ces 2 exemplaires différaient par certains détails concernant le souterrain, comme l'établissement d'un profil et d'une échelle, et diverses annotations, non pas imprimées, mais écrites à l'encre et plus ou moins effacées. Je savais ces particularités, et je savais que le tracé définitif ne pouvait être reconstitué que par une confrontation minutieuse des 2 cartes. Aussi, cette fois, dit Devanne, la police s'émut et il y eut une double enquête, qui d'ailleurs n'eut aucun résultat, comme toutes celles dont Arsène Lupin est l'objet, précisément. C'est alors qu'il me vint à l'esprit de demander son concours à Herlock Sholmès, lequel me répondit qu'il avait le plus vif désir d'entrer en contact avec Arsène Lupin. Quelle gloire pour Arsène Lupin, dit Velmont. Mais si notre voleur national, comme vous l'appelez, ne nourrit aucun projet sur Thibermesnil, Herlock Sholmès n'aura qu'à se tourner les pouces. Il y a autre chose et qui l'intéressera vivement, la découverte du souterrain. Comment ? Vous nous avez dit qu'une des entrées s'ouvrait sur la campagne, l'autre dans ce salon même. Où ? En quel lieu de ce salon ? La ligne qui représente le souterrain, sur les cartes, aboutit bien d'un côté à un petit cercle accompagné de ces 2 majuscules. TG, ce qui signifie sans doute, n'est-ce pas, Tour Guillaume. On a cherché, mais vainement. Moi-même, quand j'eus acheté le château à l'arrière-petit-neveu du conventionnel Le Ribourg, j'ai fait faire des fouilles. À quoi bon ? Songez que cette tour, environnée d'eau, n'est reliée au château que par un point, et qu'il faut, en conséquence, que le souterrain passe sous les anciens fossés. Le plan de la Bibliothèque nationale montre d'ailleurs une suite de 4 escaliers comportant 48 marches, ce qui laisse supposer une profondeur de plus de 10 mètres. Et l'échelle, annexée à l'autre plan, fixe la distance à 200 mètres. En réalité, tout le problème est ici, entre ce plancher, ce plafond et ces murs. Ma foi, j'avoue que j'hésite à les démolir. Et l'on n'a aucun indice, aucun. L'abbé Gélis objecta. Monsieur Devanne, nous devons faire état de 2 citations. Oh, s'écria Devanne en riant. Monsieur le curé est un fouilleur d'archives, un grand liseur de mémoire, et tout ce qui touche à Thibermesnil le passionne. Mais l'explication dont il parle ne sert qu'à embrouiller les choses. Mais encore, vous y tenez énormément. Vous saurez donc qu'il résulte de ces lectures que 2 rois de France ont eu le mot de l'énigme. 2 rois de France. Henri IV et Louis XVI. Ce ne sont pas les premiers venus. Et comment monsieur l'abbé est-il au courant ? C'est bien simple, continua Devanne. L'avant-veille de la bataille d'Arques, le roi Henri IV vint souper et coucher dans ce château. À 11h du soir, Louise de Tancarville, la plus jolie dame de Normandie, fut introduite auprès de lui par le souterrain avec la complicité du duc Edgar, qui en cette occasion livra le secret de famille. Ce secret, Henri IV le confia plus tard à son ministre, Sully qui raconte l'anecdote dans ses Royales économies d'État, sans l'accompagner d'autres commentaires que de cette phrase incompréhensible. La hache tournoie dans l'air qui frémit, mais l'aile s'ouvre, et l'on va jusqu'à Dieu. Il y eut un silence, et Velmont ricana. Ce n'est pas d'une clarté aveuglante, n'est-ce pas ? Monsieur le curé veut que Sully ait noté par là le mot de l'énigme, sans trahir le secret des scribes auxquels il dictait ses mémoires. L'hypothèse est ingénieuse, je l'accorde,
Mais quelle est cette hache qui tourne et cet oiseau qui s'envole? Et qu'est-ce qui va jusqu'à Dieu? Mystère, Velmont reprit. Et ce bon Louis XVI fut-ce également pour recevoir la visite d'une dame qu'il se fit ouvrir le souterrain? Je l'ignore. Tout ce qu'il est permis de dire, c'est que Louis XVI a séjourné en 1784 à Thibermesnil et que la fameuse armoire de fer, trouvée au Louvre sur la dénonciation de Gamin, renfermait un papier avec ces mots écrits par lui. Thibermesnil, 2 juin 12. Horace Velmont éclata de rire. Victoire, les ténèbres se dissipent de plus en plus. 2 fois 6 font 12. Riez à votre guise, monsieur, fit l'abbé. Il n'empêche que ces 2 citations contiennent la solution et qu'un jour ou l'autre viendra quelqu'un qui saura les interpréter. Herlock Sholmès d'abord, dit Devanne, à moins qu'Arsène Lupin ne le devance. Qu'en pensez-vous, Velmont? Velmont se leva, mit la main sur l'épaule de Devanne et déclara: Je pense qu'aux données fournies par votre livre et par celui de la bibliothèque, il manquait un renseignement de la plus haute importance et que vous avez eu la gentillesse de me l'offrir. Je vous en remercie. De sorte que maintenant, la hache ayant tournoyé, l'oiseau s'étant enfui, et 2 fois 6 faisant 12, je n'ai plus qu'à me mettre en campagne, sans perdre une minute, jusqu'à Dieppe. J'en profiterai pour ramener moi-même Monsieur et Monsieur Medandrol et une jeune fille de leurs amis qui arrivent par le train de minuit. Et s'adressant aux officiers, Devanne ajouta: D'ailleurs, nous nous retrouverons tous ici demain à déjeuner. N'est-ce pas, messieurs? Je compte bien sur vous, puisque ce château doit être investi par vos régiments et pris d'assaut sur le coup de 11 heures. L'invitation fut acceptée. On se sépara et, un instant plus tard, une 20-30 étoiles d'or emportait Devanne et Velmont sur la route de Dieppe. Devanne déposa le peintre devant le casino et se rendit à la gare. À minuit, ses amis descendaient du train. À minuit et demi, l'automobile franchissait les portes de Thibermesnil. À 1 heure, après un léger souper servi dans le salon, chacun se retira. Peu à peu, toutes les lumières s'éteignirent. Le grand silence de la nuit enveloppa le château. Mais la lune écarta les nuages qui la voilaient et, par 2 des fenêtres, emplit le salon de clarté blanche. Cela ne dura qu'un moment. Très vite, la lune se cacha derrière le rideau des collines, et ce fut l'obscurité. Le silence s'augmenta de l'ombre plus épaisse. À peine, de temps à autre, des craquements de meubles le troublaient-ils, ou bien le bruissement des roseaux sur l'étang qui baigne les vieux murs de ses eaux vertes. La pendule égrenait le chapelet infini des secondes. Elle sonna 2 heures. Puis, de nouveau, les secondes tombèrent hâtives et monotones, dans la paix lourde de la nuit. Puis, 3 heures sonnèrent. Et tout à coup, quelque chose claqua, comme fait, au passage d'un train, le disque d'un signal qui s'ouvre et se rabat. Et un jet fin de lumière traversa le salon de part en part, ainsi qu'une flèche qui laisserait derrière elle une traînée étincelante. Il jaillissait de la cannelure centrale d'un pilastre où s'appuie à droite le fronton de la bibliothèque. Il s'immobilisa d'abord sur le panneau opposé en un cercle éclatant. Puis il se promena de tous côtés comme un regard inquiet qui scrute l'ombre, puis il s'évanouit pour jaillir encore, pendant que toute une partie de la bibliothèque tournait sur elle-même et démasquait une large ouverture, en forme de voûte. Un homme entra, qui tenait à la main une lanterne électrique. Un autre homme et un troisième surgirent qui portaient un rouleau de cordes et différents instruments. Le premier inspecta la pièce, écouta et dit « Appelez les camarades ». De ses camarades, il en vint 8 par le souterrain, gaillards solides, au visage énergique. Et le déménagement commença. Ce fut rapide. Arsène Lupin passait d'un meuble à un autre, l'examinait et, suivant ses dimensions ou sa valeur artistique, lui faisait grâce ou ordonnait. Enlevé. Et l'objet était enlevé, avalé par la gueule béante du tunnel, expédié dans les entrailles de la terre. Et ainsi furent escamotés 6 fauteuils et 6 chaises Louis XV, et des tapisseries d'Aubusson, et des girandoles signées Gouttière, et 2 fragonards, et un nattier, et un buste de Houdon, et des statuettes. Quelquefois, Lupin s'attardait devant un magnifique bahut ou un superbe tableau et soupirait « Trop lourd celui-là, trop grand, quel dommage !» Et il continuait son expertise.
En 40 minutes, le salon fut désencombré selon l'expression d'Arsène. Et tout cela s'était accompli dans un ordre admirable, sans aucun bruit, comme si tous les objets que maniaient ces hommes eussent été garnis d'épaisses ouates. Il dit alors au dernier d'entre eux qui s'en allait, porteur d'un cartel signé Boule, « Inutile de revenir. Il est entendu, n'est-ce pas, qu'aussitôt l'autocamion chargé, vous filez jusqu'à la grange de Roquefort. Mais vous, patron, qu'on me laisse la motocyclette. » L'homme parti, il repoussa, tout contre, le pan mobile de la bibliothèque. Puis, après avoir fait disparaître les traces du déménagement, effacé les marques de pas, il souleva une portière et pénétra dans une galerie qui servait de communication entre la tour et le château. Au milieu, il y avait une vitrine, et c'était à cause de cette vitrine qu'Arsène Lupin avait poursuivi ses investigations. Elle contenait des merveilles, une collection unique de montres, de tabatières, de bagues, de châtelaines, de miniatures du plus joli travail. Avec une pince, il força la serrure. Et ce lui fut un plaisir inexprimable que de saisir ces joyaux d'or et d'argent, ces petites œuvres d'un art si précieux et si délicat. Il avait, passé en bandoulière autour de son cou, un large sac de toile spécialement aménagé pour ses aubaines. Il le remplit, et il remplit aussi les poches de sa veste, de son pantalon et de son gilet. Et il refermait son bras gauche sur une pile de ces réticules en perles si goûtées de nos ancêtres et que la mode actuelle recherche si passionnément. Lorsqu'un léger bruit frappa son oreille, il écouta. Il ne se trompait pas, le bruit se précisait. Et soudain il se rappela, à l'extrémité de la galerie, un escalier intérieur conduisait à un appartement, inoccupé jusqu'ici. Il eut la sensation, car, à demi caché par un rideau, il ne voyait point qu'une personne descendait les premières marches avec précaution. Il espéra qu'elle n'irait pas plus loin. Elle descendit cependant et avança de plusieurs pas dans la pièce. Mais elle poussa un cri. Sans doute avait-elle aperçu la vitrine brisée, aux trois quarts vide. Au parfum, il reconnut la présence d'une femme. Ses vêtements frôlaient presque le rideau qui le dissimulait, et il lui semblait qu'il entendait battre le cœur de cette femme, et qu'elle aussi devinait la présence d'un autre être, derrière elle, dans l'ombre à portée de sa main. Il se dit « Elle a peur, elle va partir, il est impossible qu'elle ne parte pas. » Elle ne partit point. La bougie qui tremblait dans sa main s'affermit. Elle se retourna, hésita un instant, parut écouter le silence effrayant, puis d'un coup écarta le rideau. Ils se virent. Arsène murmura bouleversé. « Vous, mademoiselle, c'était Miss Nelly. » Miss Nelly, la passagère du transatlantique, celle qui avait mêlé ses rêves aux rêves du jeune homme, durant cette inoubliable traversée, celle qui avait assisté à son arrestation, et qui, plutôt que de le trahir, avait eu ce joli geste de jeter à la mer le Kodak où il avait caché les bijoux et les billets de banque. Miss Nelly, la chère et souriante créature dont l'image avait si souvent attristé ou réjoui ses longues heures de prison. Le hasard était si prodigieux qu'il les mettait en présence l'un de l'autre dans ce château et à cette heure de la nuit, qu'ils ne bougeaient point et ne prononçaient pas une parole, stupéfaits, comme hypnotisés par l'apparition fantastique qu'ils étaient l'un pour l'autre. Chancelante, brisée d'émotion, Miss Nelly dut s'asseoir. Il resta debout, en face d'elle. Et peu à peu, au cours des secondes interminables qui s'écoulèrent, il eut conscience de l'impression qu'il devait donner en cet instant, les bras chargés de bibelots, les poches gonflées, et son sac rempli à en crever. Une grande confusion l'envahit, et il rougit de se trouver là, dans cette vilaine posture du voleur qu'on prend en flagrant délit. Pour elle, désormais, quoi qu'il advint, il était le voleur, celui qui met la main dans la poche. Des autres, celui qui crochette les portes et s'introduit furtivement. Une des montres roula sur le tapis, une autre également, et d'autres, choses encore, allaient glisser de ses bras, qu'il ne savait comment retenir. Alors, se décidant brusquement, il laissa tomber sur le fauteuil une partie des objets, vida ses poches et se défit de son sac. Il se sentit plus à l'aise devant Nelly et fit un pas vers elle avec l'intention de lui parler. Mais elle eut un geste de recul, puis se leva vivement, comme prise d'effroi, et se précipita vers le salon. La portière se referma sur elle, il la rejoignit. Elle était là, interdite, tremblante, et ses yeux contemplaient avec terreur l'immense pièce dévastée. Aussitôt, il lui dit « À 3 heures, demain, tout sera remis en place. Les meubles,
seront rapportés. Elle ne répondit point, et il répéta « Demain, à 3 heures, je m'y engage. Rien au monde ne pourra m'empêcher de tenir ma promesse. » Demain, à 3 heures, un long silence pesa sur eux. Il n'osait le rompre, et l'émotion de la jeune fille lui causait une véritable souffrance. Doucement, sans un mot, il s'éloigna d'elle, et il pensait qu'elle s'en aille, qu'elle se sente libre de s'en aller, qu'elle n'ait pas peur de moi. Mais soudain, elle tressaillit et balbutia « Écoutez, des pas, j'entends marcher. » Il la regarda avec étonnement. Elle semblait bouleversée, ainsi qu'à l'approche d'un péril. « Je n'entends rien, dit-il, et quand même, comment ? Mais il faut fuir, vite, fuyez. Fuir pourquoi ? Il le faut, il le faut. Ah, ne restez pas. » D'un trait, elle courut jusqu'à l'entrée de la galerie et prêta l'oreille. Non, il n'y avait personne. Peut-être le bruit venait-il du dehors ? Elle attendit une seconde, puis, rassurée, se retourna. Arsène Lupin avait disparu. À l'instant même où Devanne constata le pillage de son château, il se dit « C'est Velmont qui a fait le coup, et Velmont n'est autre qu'Arsène Lupin. » Tout s'expliquait ainsi, et rien ne s'expliquait autrement. Cette idée ne fit d'ailleurs que l'effleurer, tellement il était invraisemblable que Velmont ne fût point Velmont, c'est-à-dire le peintre connu, le camarade de cercle de son cousin d'Estévan. Et lorsque le brigadier de gendarmerie, aussitôt averti, se présenta, Devanne ne songea même pas à lui communiquer cette supposition absurde. Toute la matinée, ce fut à Thibermesnil un va-et-vient indescriptible. Les gendarmes, le garde champêtre, le commissaire de police de Dieppe, les habitants du village, tout ce monde s'agitait dans les couloirs, ou dans le parc, ou autour du château. L'approche, des troupes en manœuvre, le crépitement des fusils, ajoutaient au pittoresque de la scène. Les premières recherches ne fournirent point d'indices. Les fenêtres n'ayant pas été brisées, ni les portes fracturées, sans nul doute, le déménagement s'était effectué par l'issue secrète. Pourtant, sur le tapis, aucune trace de pas, sur les murs, aucune marque insolite. Une seule chose, inattendue et qui dénotait bien la fantaisie d'Arsène Lupin. La fameuse chronique du XVIe siècle avait repris son ancienne place et, à côté, se trouvait un livre semblable, qui n'était autre que l'exemplaire volé de la Bibliothèque nationale. À 11 heures, les officiers arrivèrent. Devanne les accueillit gaiement. Quelque ennui que lui causa la perte de telles richesses artistiques, sa fortune lui permettait de la supporter sans mauvaise humeur. Ses amis Dandrol et Nelly descendirent. Les présentations faites, on s'aperçut qu'il manquait un convive, Horace Velmont. Ne viendrait-il point ? Son absence eût réveillé les soupçons de Georges Devanne. Mais à midi précis, il entrait. Devanne s'écria « À la bonne heure, vous voilà. Ne suis-je pas exact ? Si, mais vous auriez pu ne pas l'être après une nuit si agitée, car vous savez la nouvelle ? Quelle nouvelle ? Vous avez cambriolé le château. Allons donc, comme je vous le dis, mais offrez tout d'abord votre bras à Miss Underdown et passons à table. Mademoiselle, permettez-moi. » Il s'interrompit, frappé par le trouble de la jeune fille. Puis, soudain, se rappelant, « C'est vrai. À propos, vous avez voyagé avec Arsène Lupin, jadis, avant son arrestation. La ressemblance vous étonne, n'est-ce pas ? » Elle ne répondit point. Devant elle, Velmont souriait. Il s'inclina. Elle prit son bras. Il la conduisit à sa place et s'assit en face d'elle. Durant le déjeuner, on ne parla que d'Arsène Lupin, des meubles enlevés, du souterrain de Herlock Sholmès. À la fin du repas, seulement comme on abordait d'autres sujets, Velmont se mêla à la conversation. Il fut tour à tour amusant et grave, éloquent et spirituel. Et tout ce qu'il disait, il semblait ne le dire que pour intéresser la jeune fille. Très absorbée, elle ne paraissait point l'entendre. On servit le café sur la terrasse qui domine la cour d'honneur et le jardin français du côté de la façade principale. Au milieu de la pelouse, la musique du régiment se mit à jouer et la foule des paysans et des soldats se répandit dans les allées du parc. Cependant, Nelly se souvenait de la promesse d'Arsène Lupin. À 3 heures, tout sera là, je m'y engage. À 3 heures, et les aiguilles de la grande horloge qui ornait l'aile droite marquaient 2h40. Elle les regardait malgré elle à tout instant. Et elle regardait aussi Velmont qui se balançait paisiblement dans un confortable rocking chair. 2h50, 2h55. Aux questions qu'on lui posa, le fourrier répondit en exhibant l'ordre qu'il avait reçu de l'adjudant de service.
et que cet adjudant avait pris, le matin, au rapport. Par cet ordre, la 2e compagnie du 4e bataillon devait pourvoir à ce que les objets mobiliers déposés au carrefour des Halleux, en forêt d'Arc, fussent portés à 3 heures à Monsieur Georges de Vannes, propriétaire du château de Thibermesnil, signé le colonel Beauvel. Au carrefour, ajouta le sergent, tout se trouvait prêt, aligné sur le gazon et sous la garde des passants. Ça m'a semblé drôle, mais quoi, l'ordre était catégorique. Un des officiers examina la signature. Elle était parfaitement imitée, mais fausse. La musique avait cessé de jouer, on vida les fourgons, on réintégra les meubles. Au milieu de cette agitation, Nelly resta seule à l'extrémité de la terrasse. Elle était grave et soucieuse, agitée de pensées confuses qu'elle ne cherchait pas à formuler. Soudain, elle aperçut Velmont qui s'approchait. Elle souhaita de l'éviter, mais l'angle de la balustrade qui borde la terrasse l'entourait de 2 côtés et une ligne de grandes caisses d'arbustes, orangers, lauriers roses et bambous, ne lui laissait d'autre retraite que le chemin par où s'avançait le jeune homme. Elle ne bougea pas. Un rayon de soleil tremblait sur ses cheveux d'or, agités par les feuilles frêles d'un bambou. Quelqu'un prononça très bas. « J'ai tenu ma promesse de cette nuit. » Arsène Lupin était près d'elle, et autour d'eux, il n'y avait personne. Il répéta, l'attitude hésitante, la voix timide, « J'ai tenu ma promesse de cette nuit. » Il attendait un mot de remerciement, un geste du moins qui prouva l'intérêt qu'elle prenait à cet acte. Elle se tut. Ce mépris irrita Arsène Lupin. Et en même temps, il avait le sentiment profond de tout ce qui le séparait de Nelly, maintenant qu'elle savait la vérité. Il eût voulu se disculper, chercher des excuses, montrer sa vie dans ce qu'elle avait d'audacieux et de grand. Mais, d'avance, les paroles le froissaient, et il sentait l'absurdité et l'insolence de toute explication. Alors il murmura tristement, envahi d'un flot de souvenirs. « Comme le passé est loin. Vous rappelez-vous les longues heures sur le pont de la Provence ? Ah, tenez, vous aviez, comme aujourd'hui, une rose à la main, une rose pâle comme celle-ci. Je vous l'ai demandé, vous n'avez pas eu l'air d'entendre. Cependant, après votre départ, j'ai trouvé la rose, oubliée sans doute. Je l'ai gardée, elle ne répondit pas encore. Elle semblait très loin de lui. Il continua. En mémoire de ces heures, ne songez pas à ce que vous savez, que le passé se relie au présent. Que je ne sois pas celui que vous avez vu cette nuit, mais celui d'autrefois, et que vos yeux me regardent, ne fût-ce qu'une seconde, comme ils me regardaient. Je vous en prie, ne suis-je plus le même ? Elle leva les yeux comme il le demandait et le regarda. Puis, sans un mot, elle posa son doigt sur une bague qu'il portait à l'index. On n'en pouvait voir que l'anneau, mais le chaton, retourné à l'intérieur, était formé d'un rubis merveilleux. Arsène Lupin rougit. Cette bague appartenait à Georges de Vannes. Il sourit avec amertume. Vous avez raison. Ce qui a été sera toujours. Arsène Lupin n'est et ne peut être qu'Arsène Lupin. Et entre vous et lui, il ne peut même pas y avoir un souvenir. Pardonnez-moi, j'aurais dû comprendre que ma seule présence auprès de vous est un outrage. Il s'effaça le long de la balustrade, le chapeau à la main. Nelly passa devant lui. Tant pis pour Monsieur de Vannes s'il a trop parlé. Et je suis heureux d'être le premier à vous saluer. Herlock Sholmès n'a pas d'admirateur plus fervent que moi. Il y eut dans sa voix une nuance imperceptible d'ironie, qu'il regretta aussitôt. Car Herlock Sholmès le considéra des pieds à la tête, et, d'un œil à la fois si enveloppant et si aigu, qu'Arsène Lupin eut l'impression d'être saisi, emprisonné, enregistré par ce regard, plus exactement et plus essentiellement qu'il ne l'avait jamais été, par aucun appareil photographique. Le cliché est pris, pensa-t-il. Plus la peine de me déguiser avec ce bonhomme-là. Seulement, m'a-t-il reconnu ? Ils se saluèrent, mais un bruit de pas résonna, un bruit de chevaux, qui caraquent dans un cliquetis d'acier. C'étaient les gendarmes. Les 2 hommes durent se coller contre le talus, dans l'herbe haute, pour éviter d'être bousculés. Les gendarmes passèrent, et comme ils se suivaient à une certaine distance, ce fut assez long. Et Lupin songeait, tout dépend de cette question. M'a-t-il reconnu ? Si oui, il y a bien des chances pour qu'il abuse de la situation. Le problème est angoissant. Quand le dernier cavalier les eut dépassés, Herlock Sholmès se releva
et sans rien dire brossa son vêtement sali de poussière. La courroie de son sac était embarrassée d'une branche d'épine. Arsène Lupin s'empressa. Une seconde encore, ils s'examinèrent, et si quelqu'un avait pu les surprendre à cet instant, c'eût été un spectacle émouvant que la première rencontre de ces deux hommes, si étranges, si puissamment armés, tous deux vraiment supérieurs et destinés fatalement par leurs aptitudes spéciales à se heurter comme deux forces égales que l'ordre des choses pousse l'une contre l'autre à travers l'espace. Puis l'Anglais dit « Je vous remercie, monsieur. Tout à votre service, répondit Lupin. Ils se quittèrent. Lupin se dirigea vers la station Herlock-Sholmès, vers le château. Le juge d'instruction et le procureur étaient partis après de vaines recherches, et l'on attendait Herlock-Sholmès avec une curiosité que justifiait sa grande réputation. On fut un peu déçu par son aspect de bon bourgeois, qui différait si profondément de l'image qu'on se faisait de lui. Il n'avait rien du héros de roman, du personnage énigmatique et diabolique qu'évoque en nous l'idée de Sherlock Holmes. Devanne, cependant, s'écria plein d'exubérance. « Enfin, maître, c'est vous, quel bonheur! Il y a si longtemps que j'espérais, je suis presque heureux de tout ce qui s'est passé, puisque cela me vaut le plaisir de vous voir. Mais, à propos, comment êtes-vous venu ? Par le train. Je vous avais cependant envoyé mon automobile au débarcadère. Une arrivée officielle, n'est-ce pas ? Avec tambour et musique ? Excellent moyen pour me faciliter la besogne, bougonna l'Anglais. Ce ton peu engageant déconcerta Devanne qui, s'efforçant de plaisanter, reprit « La besogne, heureusement, est plus facile que je ne vous l'avais écrit. Et pourquoi ? Parce que le vol a eu lieu cette nuit. Si vous n'aviez pas annoncé ma visite, monsieur, il est probable que le vol n'aurait pas eu lieu cette nuit. Et quand donc ? Demain ou un autre jour. Et en ce cas, Lupin eût été pris au piège. Et mes meubles n'auraient pas été enlevés. Mes meubles sont ici. Ici, ils ont été ramenés à 3 heures par Lupin, par 2 fourgons militaires. Herlock Sholmès enfonça violemment son chapeau sur sa tête et rajusta son sac. Mais Devanne, aux 100 coups, s'écria « Que faites-vous ? Je m'en vais. » Et pourquoi ? Vos meubles sont là, Arsène Lupin est loin, mon rôle est terminé. Mais j'ai absolument besoin de votre concours, cher monsieur. Ce qui s'est passé hier peut se renouveler demain, puisque nous ignorons le plus important. Comment Arsène Lupin est entré, comment il est sorti et pourquoi, quelques heures plus tard, il procédait à cette restitution. Ah, vous ignorez ? L'idée d'un secret à découvrir adoucit Herlock Sholmès. Soit, cherchons. Mais vite, n'est-ce pas ? Et autant que possible. Seul. La phrase désignait clairement les assistants. Devanne comprit et introduisit l'Anglais dans le salon, d'un ton sec, en phrases qui semblaient compter d'avance, et avec quelle parcimonie. Sholmès, lui, posa des questions sur la soirée de la veille, sur les convives qui s'y trouvaient, sur les habitués du château. Puis il examina les 2 volumes de la chronique, compara les cartes du souterrain, se fit répéter les citations relevées par l'abbé Gélis et demanda « C'est bien hier que, pour la première fois, vous avez parlé de ces 2 citations ? Hier. Vous ne les aviez jamais communiquées à monsieur Horace Velmont ? Jamais ? Bien. Commandez votre automobile. Je repars dans 1 heure. Dans 1 heure. Arsène Lupin n'a pas mis davantage à résoudre le problème que vous lui avez posé. Moi, je lui ai posé. Eh, oui, Arsène Lupin et Velmont, c'est la même chose. Je m'en doutais. Ah, le gredin. Or, hier soir, à 10 heures, vous avez fourni à Lupin les éléments de vérité qui lui manquaient et qu'il cherchait depuis des semaines. Et, dans le courant de la nuit, Lupin a trouvé le temps de comprendre, de réunir sa bande et de vous dévaliser. J'ai la prétention d'être aussi expéditif. Il se promena d'un bout à l'autre de la pièce en réfléchissant, puis s'assit, croisa ses longues jambes et ferma les yeux. Devanne attendit, assez embarrassé. Dort-il ? Réfléchit-il ? À tout hasard, il sortit pour donner des ordres. Quand il revint, il l'aperçut au bas de l'escalier de la galerie, à genoux et scrutant le tapis. Qu'y a-t-il donc ? Regardez, là, ces taches de bougie, tiens, en effet, et toutes fraîches.
Et vous pouvez en observer également sur le haut de l'escalier et davantage encore autour de cette vitrine qu'Arsène Lupin a fracturée et dont il a enlevé les bibelots pour les déposer sur ce fauteuil. Et vous en concluez ? Rien. Tous ces faits expliqueraient sans aucun doute la restitution qu'il a opérée. Mais c'est un côté de la question que je n'ai pas le temps d'aborder. L'essentiel, c'est le tracé du souterrain. Devanne remua la lettre R. À sa grande stupéfaction, il se produisit un déclenchement intérieur. « Parfait, dit Herlock Sholmès, il ne vous reste plus qu'à glisser votre échelle à l'autre extrémité, c'est-à-dire à la fin du mot. Tiberménil. Tenez, tout le mécanisme est apparent ici, comme les ressorts d'une horloge, et toutes les lettres s'y retrouvent à l'envers. Lupin n'a donc eu qu'à les faire jouer de ce côté-ci de la cloison. Quelle preuve! Voyez cette flaque d'huile. Lupin avait même prévu que les rouages auraient besoin d'être graissés, fit Herlock Sholmès, non sans admiration. Mais alors, il connaissait l'autre issue, comme je la connais. Suivez-moi, dans le souterrain, vous avez peur? Non, mais êtes-vous sûr de vous y reconnaître? Les yeux fermés, ils descendirent d'abord 12 marches, puis 12 autres, et encore 2 fois 12 autres. Puis, ils enfilèrent un long corridor dont les parois de briques portaient la marque de restauration successive et qui suintait par places. Le sol était humide. Nous passons sous l'étang, remarqua Devanne, nullement rassuré. Le couloir aboutit à un escalier de 12 marches, suivi de 3 autres escaliers de 12 marches qu'ils remontèrent péniblement, et ils débouchèrent dans une petite cavité taillée à même roc. Le chemin n'allait pas plus loin. Bah, fit l'anglais, elle était même inutile. Sur l'exemplaire de la Bibliothèque nationale, le trait se termine à gauche, vous le savez, par un cercle, et à droite, vous l'ignorez, par une petite croix. Mais si effacée qu'on ne peut la voir qu'à la loupe. Cette croix signifie évidemment la chapelle où nous sommes. Le pauvre Devanne n'en croyait pas ses oreilles. C'est inouï, miraculeux, et cependant d'une simplicité enfantine. Comment personne n'a-t-il jamais percé ce mystère? Parce que personne n'a jamais réuni les 3 ou 4 éléments nécessaires, c'est-à-dire les 2 livres et les citations. Personne, sauf Arsène Lupin et moi. Mais moi aussi, objecta Devanne. Et l'abbé Gélis? Nous en savions tous 2 autant que vous, et néanmoins... Sholmès sourit. Monsieur Devanne, tout le monde n'est pas apte à déchiffrer les énigmes. Mais voilà 10 ans que je cherche, et vous, en 10 minutes? Bah, l'habitude, ils sortirent de la chapelle, et l'anglais s'écria. Tiens, une automobile qui attend. Mais c'est la mienne. La vôtre? Mais je pensais que le chauffeur n'était pas revenu. En effet, et je me demande, ils s'avancèrent jusqu'à la voiture, et Devanne, interpellant le chauffeur, « Édouard, qui vous a donné l'ordre de venir ici ?» Mais, répondit l'homme, « c'est Monsieur Velmont. Monsieur Velmont. Vous l'avez donc rencontré près de la gare. Et il m'a dit de me rendre à la chapelle. De vous rendre à la chapelle. Mais pourquoi? Pour y attendre, monsieur, et l'ami de monsieur. » Devanne et Herlock Sholmès se regardèrent. Devanne dit « Il a compris que l'énigme serait un jeu pour vous. L'hommage est délicat. » Un sourire de contentement plissa les lèvres minces du détective. L'hommage lui plaisait. Il prononça, en hochant la tête, « C'est un homme. Rien qu'à le voir, d'ailleurs, je l'avais jugé. Vous l'avez donc vu? Nous nous sommes croisés tout à l'heure, et vous saviez que c'était Horace Velmont. Je veux dire Arsène Lupin. Non, mais je n'ai pas tardé à le deviner, à une certaine ironie de sa part. Et vous l'avez laissé échapper? Ma foi, oui, j'avais pourtant la partie belle. 5 gendarmes qui passaient. Mais, sacrebleu, c'était l'occasion ou jamais de profiter. Justement, monsieur, dit l'anglais avec hauteur, quand il s'agit d'un adversaire comme Arsène Lupin, Herlock Sholmès ne profite pas des occasions. Il les fait naître, mais l'heure pressait, et... Puisque Lupin avait eu l'attention charmante d'envoyer l'automobile, il fallait en profiter sans retard. Devanne et Herlock Sholmès s'installèrent au fond de la confortable limousine. Édouard donna le tour de manivelle et l'on partit. Des champs, des pabouquets d'arbres défilèrent. Les molles ondulations du pays de Caux s'aplanirent devant eux. Soudain, les yeux de Devanne furent attirés par un petit paquet posé dans un des vides-poches. « Tiens, qu'est-ce que c'est que cela ? Un paquet? Et pour qui donc? Mais c'est pour vous. Pour moi. Lisez
Monsieur Herlock Sholmès, de la part d'Arsène Lupin. L'Anglais saisit le paquet, le déficela, enleva les 2 feuilles de papier qui l'enveloppaient. C'était une montre. « Ah oh !» dit-il, en accompagnant cette exclamation d'un geste de colère. « Une montre !» fit Devanne. « Est-ce que par hasard ?» L'Anglais ne répondit pas. « Comment ? C'est votre montre. Arsène Lupin vous renvoie votre montre. Mais s'il vous la renvoie, c'est qu'il l'avait prise. Il avait pris votre montre. Ah ! Elle est bonne, celle-là, la montre de Herlock Sholmès, subtilisée par Arsène Lupin. Dieu, que c'est drôle. Non, vrai, vous m'excuserez, mais c'est plus fort que moi. Il riait à gorge déployée, incapable de se contenir. Et quand il eut bien ri, il affirma d'un ton convaincu : « Oh, c'est un homme, en effet. » L'Anglais ne broncha pas. Jusqu'à Dieppe, il ne prononça pas une parole, les yeux fixés sur l'horizon fuyant. Son silence fut terrible. Insondable, plus violent que la rage la plus farouche. Au débarcadère, il dit simplement, sans colère cette fois, mais d'un ton où l'on sentait toute la volonté et toute l'énergie du personnage. « Oui, c'est un homme, et un homme sur l'épaule duquel j'aurais plaisir à poser cette main que je vous tends, monsieur Devanne. Et j'ai idée, voyez-vous, qu'Arsène Lupin et Herlock Sholmès se rencontreront de nouveau un jour ou l'autre. Oui, le monde est trop petit pour qu'ils ne se rencontrent pas. Et ce jour-là,